française dont on vous a déjà parlé à l'œil du 20h. GL Events. C'était en août dernier, le leader français de l'événementiel avait suscité la polémique en embauchant 12 ouvriers roumains pour monter les stands de l'université d'été du Parti socialiste à La Rochelle. Alors, on a appelé GL Events. L'entreprise ne reconnaît l'embauche que de 6 Slovènes via ses sous-traitants, c'est tout. Aucun salarié slovaque n'a jamais travaillé pour nous ou pour nos sous-traitants sur ce chantier. Et GL Events de préciser que le recours à des travailleurs détachés vise à faire face à un pic d'activité et non à faire des économies. On a aussi appelé Décoral, une autre entreprise qui aurait recours à des travailleurs détachés. Moi, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Tout ce que je dis, ça doit être contrôlé et avisé par le gouvernement. Alors en toute logique, nous sommes allés voir l'organisateur en chef de la COP21, Pierre-Henri Guignard. Souvenez-vous, c'est lui qui faisait des promesses d'embauche. Oui, je suis l'organisateur, mais j'ai un aménageur que je paye pour une somme X. Je lui demande de faire le travail. Je sais qu'il fait appel à des sous-traitants. Vous êtes au courant qu'il fait appel éventuellement à des travailleurs détachés ? Éventuellement, exactement. Ce que j'ai demandé depuis le premier jour à l'ensemble de nos prestataires, c'est de respecter strictement les lois et la réglementation française dans tous les domaines. Les organisateurs n'ont pu nous communiquer aucun chiffre sur le nombre de travailleurs détachés, mais ils nous ont précisé que certains sous-traitants viennent bien de Seine-Saint-Denis. Il y a donc bel et bien du local sur ce chantier international. Voilà, et à la veille de la conférence, on parle souvent ici même de la Chine, des États-Unis, de l'Allemagne, mais la France, elle aussi, est appelée à faire des efforts. En 2030, 40% de notre électricité, 40% devra venir des énergies renouvelables. Comment y arriver ? Nicolas Châteauneuf a examiné les choses à la loupe. Bonsoir Nicolas. D'abord, où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors actuellement, David, les énergies vertes renouvelables couvrent 1/5 de notre consommation d'électricité, 20%. La part la plus grande, si on regarde en détail, revient en fait à l'énergie hydraulique, c'est-à-dire les barrages d'EDF. À eux seuls, ils couvrent 13% de notre électricité. Loin derrière, on a l'éolien avec près de 4%. Ça paraît peu, mais ça monte quand même assez vite. Les panneaux solaires sont à peine au-dessus de 1%, à peu près comme la biomasse. Vous savez, c'est le bois, les déchets ménagers. Alors, je vous propose maintenant de nous tourner vers les énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz. Eh bien, cela représente 5% de notre électricité. Finalement, c'est assez peu quand on compare aux renouvelables. Il ne faut pas oublier évidemment le mastodonte nucléaire, 77% de notre électricité, plus des 3/4. Alors donc, on est assez loin du compte en ce qui concerne les renouvelables. Quelles sont les sources les plus prometteuses parmi ces renouvelables pour l'avenir ? Alors, je vous propose de commencer par la première, l'hydraulique. En France, les grands barrages se trouvent tous dans les Alpes ou le long des fleuves. Ce sont ces points bleus ici sur la carte. Le problème, c'est qu'en fait, on exploite déjà la plupart des bons sites, les sites les plus adaptés. Donc, en ajoutant quelques installations à droite, à gauche, on arriverait maximum à 15% de notre électricité avec l'hydraulique. Donc, de ce côté-là, on peut dire que finalement, le potentiel est très, très limité. C'est tout le contexte. L'éolien, c'est vraiment le principal gisement. Dans 15 ans, David, on peut tabler sur à peu près 18% de notre électricité produite par les éoliennes, qu'elles soient à terre ou en mer. Le souci, c'est que, on le sait, les éoliennes, elles tournent quand il y a du vent, donc elles ne tournent pas tout le temps. Et en France, le rendement moyen d'une éolienne est de 23%. C'est-à-dire qu'elle produit en fait comme si elle tournait à plein régime seulement 23% du temps. Donc il faut en implanter beaucoup et un peu partout pour que vraiment ça produise. Et en France, on le sait, il y a quand même pas mal de résistance. Bien. Et le solaire ? Alors le solaire, lui, décolle vraiment depuis, on va dire, 5 ans, David. Les techniques, c'est vrai, s'améliorent. En 2030, les panneaux pourraient fournir facilement 6% de notre électricité. Mais là encore, vous le savez comme moi, le soleil ne brille pas toujours. Il y a les nuits, puis il y a la météo. Donc le rendement est seulement de 14%. En fait, le principal défi des renouvelables, c'est leur intermittence. Est-ce qu'on va devoir se passer de lumière comme on le fait sur ce plateau parce qu'on manque de vent et de soleil ? Évidemment, non, c'est un peu plus compliqué que cela. Ah, tant mieux, alors on va rallumer les lumières. Nicolas, est-ce que ça signifie que la clé de la réussite pour atteindre notre objectif, c'est le stockage ? Oui, c'est vrai, les renouvelables ne produisent pas toujours de l'électricité quand on en a besoin, donc il faut trouver, c'est vrai, des solutions pour la stocker, et tout le monde travaille dessus. Regardez, David, ça c'est une petite galette de magnésium inventée par une entreprise française dans laquelle on a injecté de l'hydrogène. L'idée, c'est d'utiliser l'électricité des éoliennes en surplus pour fabriquer ces galettes. Et quand on a besoin de réutiliser l'énergie, eh bien, on va convertir cet hydrogène en électricité. Vous mettez une centaine de ces galettes dans un tube, eh bien, vous avez du courant pour un appartement pendant une semaine, David.
À plus grande échelle, vraiment la technique de stockage qui a vraiment fait ses preuves, eh bien, c'est celle des réservoirs d'eau. Je vous ai amené justement un réservoir sur le plateau. En fait, on utilise... Imperméable, j'espère. Exactement. On utilise l'énergie des éoliennes que vous voyez sur le côté ou des panneaux solaires pour pomper l'eau en aval et la stocker dans une réserve qui est située en amont, vous voyez, adossée à la montagne. Quand on a besoin d'électricité, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va relâcher cette eau et en se déversant, eh bien, elle va entraîner une turbine qui va produire de l'électricité. C'est très simple. L'avantage, c'est qu'on conserve les 2/3 de l'énergie implantée à l'origine. Est-ce qu'on peut imaginer, Nicolas, qu'un jour, on sera à 100% d'électricité via des sources d'énergie renouvelables? Alors, sur le papier, c'est possible. Il y a une récente étude de l'ADEME qui l'a confirmé. Pour avoir une électricité 100% renouvelable, David, il faudrait, par exemple, recouvrir d'éoliennes un territoire grand comme 2 fois la Corse, on le voit ici. Les centrales solaires, elles, eh bien, occuperaient une superficie qui équivaut à 5 fois celle de la ville de Paris, quand même, c'est-à-dire à peu près 500 km². Ça paraît faisable. En même temps, il faut bien comprendre qu'il faudra réduire les coûts, améliorer les rendements et surtout, beaucoup diminuer notre consommation. L'ADEME nous dit que ce serait seulement 30% plus cher qu'aujourd'hui, à peine plus qu'avec du nucléaire. Vous en doutez, évidemment, ce chiffre est très discuté, très contesté. Merci Nicolas, on a mieux compris. Et puis vous pourrez retrouver d'autres informations sur les préparatifs de cette COP21 en téléchargeant notre application France TV Info. Le dossier de cette édition...